Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois la styliste Marine Olassia. Son visage vous dit peut-être quelque chose, elle a fait une brève apparition dans le documentaire Fast Fashion, les dessous de la mode à bas prix, diffusé il y a quelques semaines sur Arte. J'ai invité Marine sur le podcast pour nous raconter son expérience en tant qu'ancienne styliste pour le groupe Inditex, le géant qui possède notamment Zara. Dans l'épisode, Marine nous raconte qu'elle a essayé de changer les choses en interne en tant que salariée, mais que c'est loin, très loin d'être simple. Marine est aussi spécialiste du jean et on évoque ensemble les problématiques de cet emblème de la mode, car un jean nécessite à lui seul des centaines de litres d'eau, des pesticides, des colorants, des teintures toxiques et des millions de kilomètres de transport. Il y a aussi l'effet délavé, obtenu grâce à la technique du sablage. Des ouvriers et des ouvrières projettent du sable à haute pression sur les jeans dans des petites cabines sans aération. Le sable contient 80% de silice et la silice peut provoquer la silicose, une maladie pulmonaire incurable. Alors il existe d'autres méthodes aujourd'hui pour délaver les jeans comme le laser et tant mieux, l'industrie textile se transforme. Avec Marine, on a parlé de boycott, de créativité et du Bangladesh. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marine. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de venir jusqu'à moi, parce qu'en plus tu es de Marseille, tu habites à Marseille, hein, c'est ça ouais. Donc merci d'avoir fait l'effort. Alors généralement pour préparer les interviews, c'est vrai que je vais essayer d'aller creuser un petit peu sur l'invité, voir ce qu'elle a fait, son parcours. Donc LinkedIn est un bon outil pour ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué que toi tu avais fait vraiment toute ta carrière dans la mode. Il y a vraiment pas d'autres expériences, alors à des métiers différents, mais notamment styliste. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans l'industrie textile ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la mode ? Ça arrivait très tôt en fait. Je sais ce que je veux faire depuis, je pense, l'âge de 9 ans. Ah ouais. Et ça arrivait... j'ai toujours beaucoup dessiné dans ma vie. J'ai toujours eu des blocs avec des feutres et tout ça, tout le temps avec moi. Et c'est vraiment un jour, en regardant un reportage où j'imagine que c'était une émission sur la Fashion Week, j'ai vu un extrait je pense que c'était un défilé de Jean-Paul Gaultier ou de Vivienne Westwood. C'était sur la collection des punks. Et j'ai eu un coup de foudre. Ok. Et du coup, à partir de là, j'ai dit à ma mère, je veux dessiner la mode. Voilà, c'est comme ça que ça a débuté. Ok, génial. Donc en fait, c'est un rêve de petite fille, quoi. C'est ça. Ah, c'est trop bien. C'est assez rare les gens qui réalisent leurs rêves d'enfant comme ça. C'est hyper top. Ok. Et comment on te parlait de mode quand tu étais plus jeune chez toi ? Si on en parlait, peut-être pas d'ailleurs. Alors, moi, je suis pas du tout issue d'une grande ville ou tu vois, je suis d'un petit village du sud de la France. Et je pense que le côté mode, je l'ai eu par ma maman, qui a toujours aimé la sape, etc. Et elle sait, quand j'étais plus petite, quoi, elle se régalait, si tu veux, de m'habiller avec des tenues, etc. Et je pense que j'ai suivi un peu son ADN, son amour pour la mode, mais c'était plus la mode comme un coup de cœur à chaque fois. Ok. Ouais. Il y avait on porte des beaux vêtements, on se fait plaisir, voilà, c'est l'achat plaisir. Ok, donc c'était plutôt l'amour du vêtement plus que la mode, défilé, tout ça en Exactement. fait en tant que tel. C'est ça. Ok, vraiment le textile quoi. C'est ça. Génial. Et toi, à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile ? Alors là, j'accélère probablement beaucoup entre le moment où tu as voulu travailler dans la mode, tu avais 9 ans, donc c'était il y a longtemps, et toutes tes expériences, mais quand est-ce que tu t'es rendu compte que l'industrie avait quand même quelques soucis d'un point de vue environnement, d'un point de vue éthique, social ? Ça, je m'en suis vraiment rendu compte sur le tard. Parce qu'en tant que styliste, en fait, ou pendant tes études de styliste, on t'apprend ce qu'est la mode, l'histoire de la mode, les fibres, etc. Mais on ne t'explique pas, en fait, le
l'autre côté de la mode. Et pour connaître l'autre côté de la mode, il faut voyager dans les usines, en fait. Aller sur le terrain, quoi. Exactement. Et c'est que sur le terrain que je me suis rendu compte, à ce moment-là, des impacts. Okay. Parce que quand on le voit à la télé, on s'en rend compte des choses. Mais l'impact que ça a eu sur mon regard et ma consommation, ma façon de travailler, de voir les choses et la mode, ça a été à ce moment-là. Ok. Et tu as des expériences, enfin des choses dont tu te souviens qui t'ont particulièrement marqué Je pense que le premier voyage au Bangladesh a été quand même assez fort. Et avant ça, par contre, avant le Bangladesh, j'étais allée en Turquie. C'était marquant, mais le Bangladesh, ça a été vraiment fort, très fort. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... c'est de voir les ateliers, les c'est usines ça, les usines, ouais. Déjà l'extrême pauvreté. On te le dit, mais t'es pas prêt, en fait. T'es pas prêt à ça. Ouais. Et donc, c'est les usines, c'est les personnes qui travaillent, c'est la pollution aussi dans les rues, en fait, l'extrême pauvreté. Et j'étais pas prête. Ouais. Et ça, c'était en quelle année, tu te souviens ? Ça, c'était à mes débuts chez Inditex, 2016. 2016, ok. Donc, on est quand même après le Rana Plaza. Ouais. Et en même temps, t'as pas l'impression qu'il y a eu, que ça soit vraiment différent, quoi, parce que on a les images, tu vois, du Rana Plaza, du Bangladesh à ce moment-là, de ces immeubles un peu en ruine. Enfin, ça t'a semblé quand même différent ou... Alors, il y a l'extrême, comme je te dis, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Ouais. Donc, dans les rues, c'est de la terre. Après, voilà, c'est une question de gouvernement. Après, c'est plus de la politique qu'autre chose, mais c'est très pauvre. Et les bâtiments, oui, sont assez insalubre. Il n'y a pas de gestion de déchets, par exemple. Il n'y a pas du tout. Et par contre, les usines où nous, on voyageait, là, elles étaient un peu excentrées. Et là, elles étaient plus développées. Ouais. C'est un peu les extrêmes. Voilà. Mais après, au niveau des constructions, etc., c'est vraiment à l'ancienne, tu vois, comme ils montent et tout, les constructions. Donc, tu te dis comment ils y arrivent, comment c'est possible. Comment ça tient et comment il n'y a pas eu d'autres. Et le contraste entre nous, les nouvelles technologies, et c'est fou. En fait. Ouais, ok. Non, mais c'est intéressant. Et puis, forcément, ça marque. Et donc, c'est à ce moment-là que tu prends vraiment conscience. Donc, à ce moment-là, tu es quand même chez Inditex. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi de voir ces dérives-là et de continuer à travailler dans cette industrie ? Est-ce qu'il y a eu un... Alors, au début, en fait, si tu veux, quand tu arrives chez Inditex, c'est une machine folle, en fait. C'est très excitant, en fait, parce que tu t'apprends tout le temps des nouvelles choses. Tes collègues, ils sont italiens, anglais, espagnols. Donc, c'est une richesse culturellement, en fait. Après, au niveau des formations, on avait des formations sur toutes les dernières technologies, les voyages qu'on faisait, c'était fou. Et en même temps, quand tu fais le premier voyage de production, on va dire, ou d'aller voir les usines, etc., tu te dis, comment je peux changer les choses ? Et tu te dis, moi, ce que je me suis dit, c'était, est-ce qu'on change le monde de l'extérieur ou de l'intérieur ? Et c'est ça, le premier truc que j'ai pensé, c'était ça. Je vais essayer de changer les choses de l'intérieur. Bon, après, tu peux pas tout bouger toi toute seule, mais j'ai essayé. Après, bon. Ouais. Bon, on va y venir de toute façon. On va détailler un petit peu toute cette expérience que tu as eue. Donc, tu l'as dit, donc pour le groupe Inditex, tu étais styliste jean, hein, c'est ça. Pendant 3 ans. Et quand tu as accepté ce poste, est-ce que tu avais conscience de la pollution liée à l'industrie du jean ou c'est vrai, tout ça est venu quand même avec ce voyage, donc bien après ? C'est vrai que l'industrie du jean, bon, c'est un des vêtements les plus achetés. Il y a le sablage, par exemple, qui est un désastre à la fois pour les gens qui le font et pour l'environnement. C'est beaucoup d'eau, ce sont des eaux polluées. Donc, le jean, c'est un peu l'emblème de tout ce qui ne marche pas dans l'industrie textile. Je sais pas comment, enfin si t'en avais conscience ou pas du tout. Moi, le jean est arrivé dans ma vie grâce à ma maman, encore une fois, parce elle s'habillait beaucoup en Girbaud et Jean-Paul Gaultier jeans. Et donc du coup, il y avait toujours des délavages, etc. Et donc je suis un peu tombée amoureuse de ce produit-là. Mais pareil, quand t'es dans ton cursus scolaire ou quand tu travailles en tant que styliste, si tu vas pas en usine, tu ne sais pas les choses. Enfin, on t'apprend l'histoire du jean. L'image du jean, mais on ne t'apprend pas les techniques pour créer justement ces délavages qui sont hyper toxiques. Comment c'est fabriqué, on ne te le dit pas. On te dit voilà l'effet que ça fait, voilà cet effet, ça c'est l'effet stonewash, ça c'est l'effet fait au laser, mais on ne te montre pas en fait, tu le sais pas. Et non, je n'en avais pas conscience. Je n'en avais pas conscience. Et c'est comme ça que tu apprends de façon au fur et à mesure, c'est sur le terrain en fait. Ouais.
Et ça, tu l'as réalisé, tu l'as vu comment ça se passait Ouais. ou... En fait, j'ai tout vu parce que donc, au début, j'allais en Turquie, pas mal. Et les Turcs sont assez pionniers sur le denim. Voilà. Et c'est fascinant. Comment ils font, etc. C'est fascinant. Mais oui, j'ai vu tous les processus, comment ça se fait. De partir du fil coton blanc au tissage, après au bain pour teindre le denim, et après à la confection, et après, quand le jean est fait, au délavage. Et donc les délavages qui, on va dire, traditionnels. Et après, j'ai vu l'autre partie qui est hyper intéressante maintenant, c'est avec les nouvelles machines qui te permettent d'économiser de l'eau, économiser aussi des bains d'indigo, et aussi au niveau du laser. Donc ça, c'était hyper enrichissant, quoi. Bah, j'imagine, et puis d'avoir vu un peu en fait finalement ces deux extrêmes, et en même temps ça doit donner un peu confiance en l'industrie, se dire que ça va dans le bon sens, quoi. C'est ça. Mais de notre côté, tu sais, il y a toujours un parti pris. C'est comme un peu le luxe, tu vois. Tu te dis, le vrai cuir c'est tellement plus beau que le faux cuir, mais en même temps, tu vois, il y a toujours ce paradoxe dans la mode. Avant, c'était mieux, c'est plus beau, mais maintenant, il faut réparer, en fait. Il faut trouver une solution parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et quand on est styliste pour la fast fashion, comment on parvient à maintenir les rythmes ? Parce qu'on parle de toutes ces collections, ces nouveaux produits qui sortent toutes les semaines. Enfin, j'imagine que vous devez subir une pression un peu constante pour tout le temps faire preuve d'imagination. Enfin, ça se passe comment concrètement ? C'est ça. C'est en fait, t'es vraiment pris dans un train un peu fou et tu dois être toujours au courant de tout ce qui se passe. Donc, on voyage beaucoup pour voir les nouvelles tendances, donc partout dans le monde, on voyage. Après, on fait beaucoup de réunions en interne pour justement faire des analyses de tendances, qu'est-ce qui se fait dans les différents pays, etc. Ensuite, comme tout styliste, on a accès à des sites d'analyse de tendances qui te donnent un peu des carnets de tendances 2 ans avant, etc. Comme le site WGSN. C'est un peu la référence. Et après, tu as tous les salons spécialisés. Où là, encore une fois, on te montre les nouvelles tendances textiles, de couleurs. Et donc, à partir de là, tu sais un peu ce qui va se passer. C'est un peu comme lire l'avenir dans la mode. Un boule de cristal. C'est ça. Donc, tu sais ce qui va se passer. Et donc, il faut que tu sois toujours actuel. Actuel, toujours. Et jamais être en retard. Là, la phrase clé qu'on disait tout le temps, c'était quand on commençait à designer ou faire des tendances, etc. C'était par exemple, il te le faut pour quand ? Et à chaque fois, c'était pour hier. Tu vois, c'était ça. Il faut être toujours à l'affût sur Instagram, sur les réseaux, de ce qui se passe, d'une attitude, d'une couleur, d'un détail, et tout le temps. Et chaque semaine, on faisait des réunions pour analyser, en fait, et dire, bon, ben ça, c'est une bonne idée, ça, on l'a revu X fois, donc bon, ça, on va aller dans cette direction-là. Ok, ouais, donc c'est quand même un travail colossal, continu, parce que et quand tu dis on faisait des réunions toutes les semaines, c'était aussi des réunions pour sortir des nouveaux produits toutes les semaines ou... Il y avait deux, c'était vraiment en parallèle. Tu avais vraiment les réunions de tendance, ou voir si on suivait bien l'ADA et s'il n'y avait pas des nouvelles choses qui étaient sorties, etc. Et après, il y avait le fameux produit... un peu mode qui sort un peu de nulle part, qui est pas prévu, et ça fait, tu sais, on le sort un peu du chapeau, et ben il faut le faire, tu vois, pour être vraiment réactif à la tendance. Mais du coup c'est de la copie de ce qui se fait, ou parce que je sais que dans le documentaire d'Arte, ils ont parlé, donc le documentaire sur les dessous de cette mode à bas prix, de la fast fashion, ils ont beaucoup parlé de ce plagiat, de cette copie, mais parce que je lisais un livre la dernière fois, qui disait que Forever 21, par exemple, avait été accusé 50 fois de plagiat. C'est énorme, quoi. Donc de se dire, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'était vraiment de la copie ? Il fallait aller voir ce qui se faisait ailleurs pour le refaire en interne ? Après ça, pour le coup, je trouve que c'est... Alors, peut-être que, oui, sûrement, c'est Inditex qui a lancé être toujours réactif à la mode et du coup, permettre d'offrir la mode à tout le monde. Mais cette façon de travailler, d'analyser la mode et ensuite créer ce qui est tendance, maintenant, c'est propre à tout le secteur, en fait. C'est pour ça que dans n'importe quelle boutique où tu vas au même moment dans l'année, tu as l'impression d'avoir les mêmes palettes de couleurs, les mêmes formes. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on s'informe tous au même endroit, au même moment, pour sortir une tendance qui va être commerciale au même moment. Enfin, tu vois. Donc oui, soyons directs, oui, c'est de la copie, mais toute l'industrie maintenant de la fast fashion
au prêt-à-porter et dans la même direction, tu vois. Ouais, dans la même dynamique, quoi. Mm. Ouais. C'est vrai que c'est assez fou parce que dans le documentaire, ils montraient par exemple 2 parkas. Une parka de la marque Reigns, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est une marque plutôt engagée, et une parka, c'était Zara, je crois. C'est ça, c'était Zara, ouais. Et qui montrait à quel point les deux c'était les mêmes, quoi. Donc, ouais. Non, mais il y a eu des fois où, voilà, donc on faisait ces fameuses formations pour justement faire attention de ne pas faire un copier-coller. Oui, vous étiez formés pour pas faire du plagiat à 100%. Voilà. Quoi. Après, ça arrive en fait. À force d'analyser, même si c'est pas une marque en particulier, vu qu'on est un peu tous à se regarder tous en même temps, tu vois, ça arrive. Ouais. Et le truc, c'est qu'ils sont tellement forts et puissants économiquement que, en fait, les poursuites, souvent, elles sont pas... Oui, c'est pas à l'avantage des jeunes marques de poursuivre un géant comme Inditex, quoi. Après, par contre, s'il y a, on va dire, un géant contre un géant, si Nike est copié, je pense que là, le combat il serait différent. Tu vois. C'est sûr. Mais oui, malheureusement, la copie est présente. Ouais. Et il me semble que tu racontais aussi que vous faisiez des voyages de repérage pour... C'est ça. C'est les voyages de tendance. Les voyages de tendance où on partait plusieurs stylistes en même temps dans différentes parties du monde, mais en même temps. Donc, il y en avait qui partaient plus aux États-Unis, d'autres plus en Asie. Et après, en même temps, on partait aussi dans les festivals de musique, tu vois, pour voir comment le comportement d'achat, pour voir comment les looks étaient faits, etc. Pour avoir une analyse vraiment complète, au même moment, partout dans le monde, et pour revenir et dire, voilà, cette palette de couleurs, elle est ressortie, ce détail, il est ressorti. Et avoir vraiment une analyse complète. Et on voit à quel point, finalement, la fast fashion, c'est cette mode destinée à la masse, quoi. C'est ça. Parce que contrairement au luxe qui va pas vraiment se soucier des festivals, de comment sont portés les vêtements, là on est vraiment au plus proche des gens. Des gens, exactement. Ouais. Le luxe, c'est ça. Le luxe, pour avoir travaillé chez Hermès, on raconte une histoire, mais réelle, qui appartient au DA, à ce qu'il a envie de raconter. On part d'une histoire et à partir de là, on construit des palettes de couleurs, etc. Là, la fast fashion, on est en réaction d'une demande. Et voilà. Okay. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais. Et mais il y avait quand même une certaine pression pour être... Parce que comment on fait pour être tout le temps innovant ? Parce qu'au bout d'un moment, par exemple sur le jean... On a envie de se dire, effectivement, il y a peut-être des détails. C'est vraiment une question très... parce que moi, j'y connais rien. Enfin, si tu veux, moi, c'est mon regard de journaliste extérieur. J'ai jamais travaillé en interne, donc en tant que styliste. Comment on fait pour être tout le temps innovant dans ces cas-là ? Le jean, ce qui est assez fou, c'est que c'est le produit, comme tu dis, qui est un des produits les plus polluants. Mais en même temps, c'est l'indémodable. C'est un des produits qui existent depuis des centaines d'années. Et il y a encore des personnes qui cherchent les denims dans les carrières et dans les mines aux États-Unis pour trouver les délavages, parce que c'est un produit qui a vraiment vieilli et traversé les âges. Donc comment on fait pour se rénover en tant que designer pour le denim ? C'est au niveau des délavages. Donc, on va les chercher dans les vintage, dans les boutiques de vintage, et tu fais des analyses, et c'est un peu à la recherche de la pépite, un peu, tu vois, et voilà, c'est tout en subtilité, en fait. Mais tu penses qu'on a besoin de tant innover ? Enfin, par exemple, c'est vrai que, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que dans la mode responsable, il y a ce retour un peu au basique, à avoir un jean ou deux dans son placard. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de révolutionner le produit pour en faire tout le temps des nouveaux ? Ou finalement, un ou deux jeans basiques dans son armoire En tant que consommatrice, moi, je préfère avoir un ou deux jeans et qui vont durer de bonne qualité, qui vont durer dans le temps, plutôt qu'avoir 10 jeans et qui vont peut-être jaunir ou devenir un peu verts ou vont se détendre. Donc, la surconsommation, je la vois, en tant que consommatrice, pas nécessaire du tout. En tant que styliste, si on ne dessine plus, y a plus de travail, il n'y a plus d'économie textile. Donc, il faut trouver, je pense... C'est ça qui est dur dans l'industrie textile. Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, c'est une industrie qui pèse beaucoup économiquement. Elle ne pourra jamais s'arrêter. Et ça fait vivre tellement de personnes, et puis
il faut que ça marche. Après, il faut que ça marche d'une façon raisonnable et il faut trouver une autre solution maintenant pour être plus économe, moins, on va dire, vorace en énergie, être plus, concevoir plus intelligemment. Et surtout que autant avant on ne savait pas, maintenant on sait. Donc tu vois, on peut, et ce qui est intéressant maintenant, c'est que on sait les dérives, par exemple pour le jean, maintenant on a trouvé des alternatives. Après, c'est comment industriellement on peut changer. Parce que c'est bien d'avoir trouvé les machines, mais les machines sont encore très chères. Et bien que les fournisseurs achètent les machines, ils ne sont pas forcément formés. Et pour être formé, ça coûte de l'argent. C'est les usines qui se forment, qui se paient les machines. C'est pas du tout les marques qui les soutiennent financièrement pour qu'il y ait ce changement. En revanche, les marques, si les usines ne sont pas équipées, ils peuvent dire non, mais je travaille pas avec toi. Donc c'est un peu injuste. Donc il y a un équilibre à retrouver. Et aussi, nous, en tant qu'industriels, nous, en tant que stylistes, à pousser à ce que le changement se passe. Mais il faut les soutenir, en fait. Sans soutien économique, en fait, le changement, il se fera pas, tu vois. Ou trop lentement, quoi. Ou trop lentement. Ouais, complètement. Parce que, par exemple, pour ces fameuses machines, donc il y a 2 fournisseurs principaux dans le monde. Tu as les Espagnols qui s'appellent Genalogia, et après, tu as les Italiens qui s'appellent Tonello. Et le truc, c'est que leur formation, en fait, si tu veux, permettre donc aux nouveaux délaveurs, du coup, maintenant, qui sont avec leur machine laser, à faire les bons procédés, que ce soit naturel, que ce soit joli, etc. Mais cette formation coûte de l'argent. Et ensuite, tu peux avoir ce qu'on appelle les aim scores. Donc, tu peux avoir le résultat de ton jean à la fin qui t'évalue si ton jean il est plus ou moins green. De combien d'énergie tu as économisé, d'eau, d'électricité, etc. Sauf que juste pour avoir ce label, on va dire, ce résultat, encore, il faut demander il faut payer, il faut apporter des crédits. Et donc, si tu veux, ça, c'est compliqué, en fait, pour un industriel qui a eu l'habitude toute sa vie d'avoir des machines voraces en énergie, etc., à maintenant révolutionner ça, changer. Ces machines coûtent très cher, des formations coûtent très cher. Et en plus, il y a ce résultat qui est un bonus à la vente, qui est un bonus pour une marque. Tu vois un fournisseur qui a ces machines-là, tu te dis, j'y vais. Parce qu'après, pour le consommateur final, tu peux avoir un résultat qui est ultra intéressant. Une visibilité, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Une traçabilité, une visibilité. Complètement. Sauf que changer industrie, ça demande beaucoup d'investissement. Ouais. Il faudrait que ça vienne à la fois des marques, peut-être, à la fois des gouvernements aussi. C'est ça. Ouais. Moi, je pense. Ouais. Tu vois, quand on reparle du Bangladesh ou de la Turquie, par exemple, c'est des pays qui n'ont pas le développement économique pour pouvoir chacun... Alors, tu as des fournisseurs qui ont réussi et qui peuvent investir. Mais c'est pas tous qui peuvent. Et sauf que si, tu vois, à un moment donné, ils vont être face à des clients qui voudront que du jean green et d'autres qui pourront pas le faire, en fait. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai qu'il y a cet équilibre social, écologique dans l'industrie textile qui est hyper complexe. Donc, et à l'époque où ça fait pas si longtemps que ça, mais où tu étais en interne chez Inditex, donc c'était 2016-2019, c'est ça, hein ? C'est ça. Est-ce qu'il y avait des discussions ? J'imagine que oui, mais comment se passaient les discussions autour de la transformation de l'industrie textile pour être plus responsable ? Ça s'est fait vraiment... Moi, quand j'y étais, du coup, c'était en 2016 et c'était pour... donc, du coup, moi, j'étais vraiment sur le denim. Et on essayait de trouver... Donc, c'était les débuts pour Bershka dans le Join Life. Le fameux Join Life. Ouais. Et du coup, nous, on avait ce projet de montrer comment on peut étiqueter et informer notre client que notre jean est éco-responsable. Donc, le plus facile, c'était le textile, donc que ce soit un coton bio, que ce soit un coton recyclé. Ensuite, on pouvait parler du waterless, donc comment on a économisé en eau, etc. En revanche, ce qui était compliqué, c'est pour le délavage. Et c'est ce que je te disais avant, c'est que comment tu fais pour évaluer qu'un jean, l'impact de son délavage. Et donc, c'est là où, en fait, notre démarche, en fait, elle a commencé et où on parlait d'éthique et comment, en interne, on peut changer les choses. Et c'était compliqué, en fait, parce que maintenant, ça fait du coup, j'y travaille plus maintenant, ça fait 2 ans, mais ça a révolutionné, ça a déjà ça a vraiment avancé. Mais il y a 5 ans de ça, en fait, on était vraiment aux prémices et on n'avait pas de cette solution-là. Donc, on était vraiment en questionnement comment on peut évoluer.
évoluer dans le positif, évidemment. Et ces questionnements, ils venaient plutôt de la part des salariés, donc de toi, des équipes, des stylistes, où il y avait un appui de la direction Non, c'est général. Il y avait vraiment une envie de changer, une envie d'avancer. Et donc, ça a commencé par Zara, avec Join Life, qui était vraiment très présent, etc. Et après, le reste du groupe, on a commencé petit à petit à nous aussi devenir Join Life, à changer notre façon de voir les choses, de voir la mode et comment faire évoluer l'industrie. Donc, non, c'était hyper intéressant. On en parlait. Après, on est face à une industrie où le changement peut se faire rapidement, mais économiquement, ça doit être toujours rentable. C'est ça, en fait, qui est difficile. Ouais, ça, c'est toujours l'équation complexe. Et pourtant, investir dans le développement durable va permettre d'être rentable. Mais c'est vrai que il faut convaincre toute l'industrie de s'y mettre. Et c'est vrai que, selon moi, le problème principal de la fast fashion, ce sont les quantités, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement une surproduction, on n'a plus besoin de produire autant. Il y avait ce genre de réflexion sur... Non, pas du tout. Ouais. Là, pour le coup, comme je disais avant, il y a une réelle réflexion pour devenir plus performant, avec des machines vraiment plus poussées. En termes de qualité, non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de... C'est comme ça qu'ils réussissent, c'est la quantité. On ne peut pas réduire les quantités. Alors après, ils font de plus en plus de collections capsules. Donc j'ai vu, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, Bershka a fait une capsule avec des chutes de tissu de Nîmes, et ils en ont fait des pantalons, des vestes, etc. C'est là où il va y avoir des petites quantités, parce que c'est tellement, on va dire, particulier comme vêtement. Ça fait vraiment un patchwork, etc., que c'est moins commercial. C'est plus image, mais c'est pas ça qui va rapporter de l'argent, si tu veux. Ce qui rapporte de l'argent, c'est le jean à 15 € et que tout le monde va s'acheter, en fait. Et ces prix-là, 15 €, parce qu'on parle souvent du prix, de se dire... à la fois, il y a cette logique de quantité qui permet de faire baisser les prix, mais il y a aussi les gens derrière, la façon dont ils sont payés. T'avais conscience, t'avais accès à ces informations-là quand on est en interne ? Le coût de la main-d'œuvre, non, nous, en tant que styliste, on ne le sait pas. Après, on sait très bien à combien te sort ton pantalon à la sortie d'usine, ça, on le sait. Pas beaucoup, quoi. De toute façon, quand t'as un jean à 15 €... tu peux pas. Tu peux pas. Mais on se dit c'est fou parce que tout le travail qu'il y a derrière, regarde, il y a des stylistes, il y a des, il y a énormément de gens. Il y a une démarche marketing qui est folle, la campagne shooting, etc. Oui. Donc 15 €, ça paraît tellement incroyable, de sortir un jean à 15 €. Derrière, on se dit qu'il y a forcément des gens qui ont mal été payés, quoi. Mais c'est vrai que la question des quantités, c'est vraiment, je pense, le cœur, le nerf de cette transformation de l'industrie. Et c'est vrai qu'on a... Parce qu'on le voit, H&M, Zara qui communiquent sur leur nouvelle collection responsable. Et ça va dans le bon sens. Je ne vais pas non plus leur taper dessus parce que, justement, ils font des efforts. Ça, on ne peut pas le nier. Je veux dire, ils font certains efforts. Mais c'est vrai qu'on a envie de dire, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train d'essayer de boucher une baignoire trouée et qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose, quoi, parce que l'eau continue de couler. À cause de ces quantités, quoi. Et tu penses qu'on va arriver à modifier ce rapport à la quantité dans la fast fashion ? Pour les quantités, non. Malheureusement, je pense pas. Après, je trouve ça bien qu'il y ait un changement dans les technologies parce que ça va débloquer le reste de l'industrie. Je trouve ça bien. En revanche, les quantités, c'est ce qui fait et ce que le fast fashion, ça marche, en fait. Donc, s'ils réduisent les quantités, ils réduisent le bénéfice et j'y crois pas trop, quoi. Mais il faudrait que après, ce qui me dérange un peu plus, c'est même si ça débloque des belles choses, on va dire, et un changement éthique, un changement de conscience, etc. Le Join Life, le Made in Bangladesh avec du coton bio, pour moi, c'est un peu... Malheureusement, c'est presque une blague, tu vois. C'est pas bien de dire ça. Non, mais c'est pas cohérent, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on se dit, ok, votre t-shirt est en coton bio, donc déjà tant mieux. Il y a ça de... Mais en même temps, si vous les avez fabriqués au même endroit que les t-shirts en coton non bio dans des conditions catastrophiques... C'est ça. Il y a ça, et puis bon, c'est très bien que le coton vient de plein de pays où finalement la pauvreté, elle est vraiment... il y a vraiment beaucoup de pauvreté. Les terres sont vraiment... tu vois, il n'y a pas beaucoup d'irrigation d'eau.
On parle de choses qui... Enfin, le coton, c'est vraiment compliqué, quoi. Enfin, Ouais. Et après, t'as l'impact carbone, quoi. C'est la culture du coton, on va dire, ça, en Turquie, admettons, ou en Chine. Après, c'est envoyé au Bangladesh pour après être renvoyé en Europe. Enfin, l'impact carbone. Après, tu te dis, bon, ben, coton bio, au final, est-ce que ça sert à... Tu vois, tu t'es là, tu te poses des questions, quoi. Ouais. Donc, c'est bien, il y a des avancées, mais il y a pas mal de greenwashing, hein. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, je répondais à des questions récemment sur un podcast qui me demandait qu'est-ce que tu penses de ces annonces de la part des grands groupes et tout. Et je disais, d'un côté, ça permet de démocratiser parce que quand Zara utilise, je sais pas, du champignon ou du pignatex, de l'ananas, forcément, ça permet d'informer, de démocratiser le plus grand nombre et de leur rendre accessibles ces nouvelles matières. Donc sur ça, c'est bien. Après, le problème, c'est que c'est recréer sans cesse, quoi. Oui, comme tu disais tout à l'heure, on n'a plus besoin de produire de vêtements à ce jour. On n'en a plus besoin, en fait. Avant, on faisait des vêtements parce qu'on avait besoin de s'habiller. Là, en fait, il y a assez de vêtements pour, je pense, je ne sais combien de générations. Ouais. Et surtout, après, on est en surplus, quoi. Et les qualités des vêtements, en fait, font que tu peux pas les garder autant d'années qu'avant. Ça se détériore, c'est pas de bonne qualité. Donc après, il y a tout ce qui est recyclage et tout ça, et c'est encore compliqué. Comme il y a des mélanges en plus dans les fibres, on peut pas encore complètement défibrer. Et c'est pas frustrant quand on est styliste de se dire que le jean qu'on a dessiné, on y a mis tout notre cœur, forcément c'est notre métier, et de se dire que vu la qualité que c'est, il sera porté peut-être 1 ou 2 fois et qu'après il sera mis en boule au fond d'un placard, quoi. Mais si, c'est frustrant. Ouais. Si, enfin, c'est malheureusement, quand tu travailles chez Inditex, tu sais que la durée de vie, elle est très courte du vêtement. Parce que c'est des produits mode et tu t'en lasses. Et puis le système est fait pour que tu t'en lasses et que tu aies envie de toujours autre chose, toujours. Oui, parce qu'ils sont bons en termes d'image, hein. Ils donnent envie, les campagnes de pub sont incroyables. Oui. Donc je comprends que ça séduise, hein, mais c'est vrai que c'est l'envers, quoi, l'envers du décor qui est quand même assez sombre. Et donc toi, tu es partie en 2019 et tu me disais au téléphone quand on s'est appelé pour préparer cette interview que il y avait un décalage entre tes valeurs. Bon, on le sent quand on parle, ça t'a appris énormément, ça on peut pas le nier, mais qu'il y avait commencé à avoir un vrai décalage entre tes valeurs et puis ce qui était Inditex. Comment ça s'est passé pour toi ce départ? Est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit dans lequel tu étais? Oui. Alors il y a eu vraiment, on va dire, il y a eu 2 fois, 2 déclics, on va dire. Le premier, c'était donc mon premier voyage au Bangladesh. Et je me suis retrouvée le soir après, donc toute une journée de travail où c'est quand même intense en travail, etc. Et je me suis retrouvée en fait seule dans ma chambre d'hôtel et je me suis mise à pleurer en fait, du choc émotionnel que j'avais vu en fait. Alors j'ai pas vu d'enfants, j'ai pas vu de maltraitance, etc. Mais t'es quand même confrontée à une extrême pauvreté. Et surtout, donc, le Bangladesh, en fait, pour juste faire 1 kilomètre en voiture, il faut peut-être 2 ou 3 heures. Tellement que les routes sont... sont pas bien... c'est pas bien... Ouais, les infrastructures sont pas hyper développées, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, certains fournisseurs ou fabricants qui ont les moyens nous permettent de voyager dans la ville en hélicoptère. Donc, voilà, c'est ce que je te disais avant, c'est que chez Inditex, c'est ça, c'est autant c'est excitant par des choses, je me dis, c'est génial et ça, et d'un autre, alors moi, ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est qu'au moment de prendre l'hélicoptère, du coup, pour aller travailler, du coup, c'était pas pour aller au restaurant. Là, en fait, c'était au milieu d'un petit village et en fait, t'as tous les enfants qui sont venus. Et je sais pas, peut-être qu'ils ont pensé que c'était Beyoncé et Jay-Z, tu vois. Et ils ont couru après l'hélicoptère comme si on était des rockstars, tu vois. Et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? C'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et après, quand je suis revenue ce premier voyage, où j'ai été quand même pas mal, très dans l'émotion, on va dire, je suis allée voir mes chefs et je leur ai dit, voilà, si on veut faire du Join Life, si on veut être transparent et qu'on veut lancer vraiment ce projet, du jean, clean, etc., je pense qu'il y a un truc à faire avec nos fabricants et qu'il y ait plus de contrôle dans les productions au niveau protection. Des gants, des masques, des chaussures de protection, etc.
Je dis parce que c'est pas très cohérent de dire encore une fois qu'on fait du coton bio si la personne qui fabrique le vêtement elle n'a pas de masque, elle n'a pas de gants et voilà. Et donc j'ai aussi dit que même s'il n'y avait pas d'enfants, il y avait des personnes très jeunes. Et j'ai dit moi ça me dérange de porter ces valeurs-là, ce projet-là qui me tient à cœur. Et d'un côté il y a ça quoi. Et la réponse qui a été assez naturelle, il y a pas de mais moi qui a été violente pour moi, c'était je préfère qu'ils travaillent pour nous qu'ils soient dans la rue. Et là pour moi je me suis dit c'était pas possible. C'est un peu se donner bonne conscience, non? Ou en tout cas de répondre ça, non? De se dire ouais, mais pour moi je trouve ça facile en fait. Je me dis non, justement on est la première industrie textile au monde, on est le plus gros groupe industriel textile. Non, justement, on a cette puissance et on a ce pouvoir de faire changer les choses. Et c'est là où je te disais avant, comment tu changes le monde, de l'intérieur ou de l'extérieur. Et je pensais à ce moment-là pouvoir faire changer les choses. Et en fait, non. C'est dur de faire changer les choses de l'intérieur. Et parce que, je pense que c'est notre rôle, à nous, en tant que marque, peu importe dans quel secteur, à dire et à faire un vrai partenariat, en fait, avec les industriels. Et dire, non, en fait, ce n'est pas OK pour nous de travailler avec des employés qui ne sont pas protégés. Alors, c'est peut-être pas leur culture, il n'y a aucun problème sur ça, mais un contrat, une charte en disant, si vous voulez travailler pour nous, on vous fournit des gants, des masques, des chaussures de sécurité, et c'est obligatoire. Mais dans une conscience, dans une volonté, pas de contrôler les gens, mais au contraire, les protéger. Et c'est ça, en fait. Ça a été mes deux déclics. Ouais. Voilà. Et là, c'était la goutte d'eau sur le dernier... Je me suis laissé le temps de digérer, de penser que ça allait changer, parce que j'y ai cru, et j'ai tout fait pour que ça change. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, ne t'épuise pas, en fait. Ne t'épuise pas avec, pas un mur, je vais pas dire un mur, mais trouve ton énergie pour faire bouger les choses ailleurs si ça bouge pas ici, en fait. C'est pas grave, en fait. Si ça bouge pas ici, t'auras fait ton max, avance. De toute façon, tu peux pas tout changer à toi toute seule. C'est ça. sûr que si derrière ça suit pas, c'est compliqué. Mais on le voit, tu vois, c'est la même chose avec les Ouïghours où les marques vont dire, nous, non, en fait, c'est pas notre problème. C'est-à-dire que le sous-traitant du sous-traitant ou les personnes employées par le fabricant, c'est pas nous, quoi. Et on peut pas faire ça. Enfin, c'est pas possible. Pourtant, il y a la loi sur le devoir de vigilance qui normalement tient responsable toutes les marques, mais elle se cache derrière les sous-traitants, enfin, et ça, c'est plus possible, quoi. Enfin, on peut, à partir du moment où tu emploies tu es responsable de ta chaîne de fabrication. Exactement, tu es responsable. Ouais. Tu es responsable des gens avec qui tu es partenaire, en fait. Ouais. Et la responsabilité, c'est ça, c'est protéger aussi l'autre, en fait. Et c'est un vrai partenariat, c'est ça, c'est donner pour recevoir aussi une qualité de vêtements, de produits, etc. Donc, ça correspondait plus à la vision, à ce rêve d'enfant que j'ai eu de faire ce métier-là. C'est à ce moment-là où je me suis dit non, en fait. Ouais, je me doute. Et c'est vrai qu'on se dit, parfois les marques vont vachement mettre en avant l'environnement, donc leur démarche environnementale, le compte bio et tout, mais le social, on va vachement le mettre sous le tapis. Et c'est pas que le cas des gros groupes de fast fashion. Pas du tout. Je veux dire, quand on voit le Fashion Pact, par exemple, des gros groupes comme Kering et tout, ou l'environnement, la biodiversité. Alors, c'est très bien parce qu'en plus, c'est une des premières fois où on entend le mot biodiversité dans l'industrie textile, ce qui est indispensable. Et d'un autre côté, l'aspect social a un petit peu complètement disparu, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il faut arriver à lier les deux en permanence. C'est ça. Ouais. Mais je suis convaincue que ça va changer. Après, les choses ne changeront pas si on veut des bas prix, en fait. Enfin, au bout d'un moment, on ne pourra jamais avoir un jean à 15 € et avoir un monde plus vert, des gens plus heureux, pas de maltraitance. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on peut pas... Il faut être un peu raisonnable aussi. Enfin, les vraies valeurs, elles ont un coût. Tout a une valeur et il faut savoir être... un peu objectif, en fait. Comment tu veux que les choses soient saines à bas prix? Enfin, je dis pas que... Et à l'inverse, c'est ça aussi qui est contradictoire, c'est que, on sait très bien les dérives du luxe aussi. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que les gens s'y retrouvent plus. Voilà, et c'est qu'il faut être un peu conscient de ce qui se passe et un peu raisonnable aussi. On n'a pas besoin de autant de vêtements et à avoir autant de vêtements, autant qu'ils soient le plus respectueux. Et tu penses que le boycott de ces marques-là serait une solution? Le boycott des marques qui font pas les choses correctement? Parce que
d'un autre côté, ça veut dire que des gens vivent de cette industrie, donc boycotter, c'est toujours un souci. Mais comme tu dis que changer de l'intérieur, le projet semble quand même titanesque et qu'on n'a plus autant de temps qu'avant. C'est-à-dire qu'on est un peu dans l'urgence aujourd'hui face au dérèglement climatique et tout. Donc, est-ce que le boycott permettrait de faire changer plus vite les choses ? Je suis pas convaincue, malheureusement. Parce que peut-être que nous, tu vois, on est dans cette génération-là. On a aussi cette tranche d'âge-là, ce porte-monnaie, on va dire, qui nous permet de faire des choix. Mais après, en revanche, tout le monde n'a pas ce pouvoir d'achat qui peut... En fait, des fois, t'as pas le choix, quoi. C'est un luxe de se poser toutes ces questions. Voilà, exactement. C'est comme le bien manger, le bien-être, etc. En fait, tout le monde n'a pas l'opportunité économique de faire les... Quand t'as pas le choix, s'il faut que ton enfant il ait une tenue correcte pour aller à l'école, peut-être que je pense que tout le monde préférerait être en bonne santé et être éco-responsable, tu vois, enfin éco-responsable, éco-conscient, etc. Mais des fois, économiquement, tu peux pas, quoi. Ouais, complètement. Donc le boycott, et comme tu dis, boycotter, ça veut dire ces milliers de gens qui travaillent, comment on fait ? On les abandonne encore une fois, du coup. Non, il faut trouver une solution de retrouver un peu de respect de l'humanité et de notre environnement, en fait. Rééquilibrer les choses. Mais toi, tu restes optimiste quand même. J'ai espoir. Ouais. J'ai vraiment espoir. J'y crois et les choses ont déjà changé, en fait. Et elles sont en train de changer. Mais effectivement, on est face à la montre. C'est ça, en fait, qui fait peur. Ouais, c'est un peu l'urgence, quoi, mais bon. C'est ça qui fait peur. Et pour continuer un petit peu aussi dans tes expériences, depuis 2 ans, tu travailles donc pour la marque Reiko, je prononce correctement, c'est ça, pour créer la ligne homme. C'est ça. Et comment cette marque-là, comment elle se positionne sur les questions environnementales, éthiques Alors, Reiko, c'est une marque du coup marseillaise, elle a environ une dizaine d'années. Elle est... À la base, elle était vraiment sur le pantalon et maintenant, elle fait vraiment tout le vestiaire. Elle a vraiment pris, la marque a vraiment pris un virage éco-responsable en commençant par une capsule qui s'appelle Nouveau Regard, qui était vraiment sur le jean. Donc, avec les jeans faits en Turquie et les tissus viennent de Turquie. Donc, être responsable, c'est aussi ça, avoir une conscience de un peu le prochain port, tu vois, et pas faire venir un tissu de l'autre bout du monde et le fabriquer dans... Être responsable, c'est aussi ça, avoir des logistiques ou de production. Complètement. Donc, le coton ne pousse pas en France, de toute façon, voilà. Donc il faut bien aller le chercher. Après, on travaille avec des fournisseurs, d'autant plus sur le denim ISCO, qui est quand même pionnier dans l'éco-responsabilité, le denim plus responsable. Et ensuite, donc, ça a commencé comme ça, chez Reiko, une capsule, on va dire. Et maintenant, en fait, ils ont continué à prendre ce virage. Et l'objectif pour Reiko, c'est de changer réellement leur production, ne plus utiliser, par exemple, d'avions pour le prochain port. Après, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées plusieurs fois. Enfin, chaque trimestre, il y a des dons qui sont versés à des assos. On a fait aussi un partenariat avec une association environnementale, donc projet Rescue Océan, donc avec des actes éco-citoyennes. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui se fait petit à petit. L'objectif pour les saisons prochaines, c'est d'être vraiment le plus green possible. Ouais, donc c'est assez encourageant pour toi d'être passé pour une marque qui a vraiment à cœur de transformer sa chaîne de fabrication, quoi. C'est ça. Okay. Et pour la ligne homme, en fait, vu que la ligne homme est en train de démarrer, mais du coup ça fait 2 ans qu'on y travaille dessus, on est allé direct, en fait. Et oui, par exemple, quand on part de zéro, nos denims, comme je te disais, sont faits Turquie, tissus de turc. Donc déjà ça, les délavages sont au laser. Ensuite, notre basique, le tissu vient d'Espagne. C'est une qualité qui s'appelle Sequal. C'est les fameuses bouteilles de mer recyclées, donc valoriser les déchets marins. Donc l'homme limite, on est parti de ça direct. En fait, on n'est pas... En gros, il n'y a pas eu de changement. C'était le départ était. C'est ça. Tant mieux, éthique. Voilà. Ouais. Et ça veut dire que derrière, vous avez une direction qui vous appuie, qui a envie de ce changement, qui a envie d'investir, qui a envie de. Donc plutôt encourageant, ouais. Plutôt encourageant. Et c'est aussi le Reiko comme prend ce parti pris. Mais ça veut dire, ce qui est génial, ça veut dire que l'industrie en général est en train de changer petit à petit. Et donc ça, c'est chouette. Ouais. Parce qu'on n'est pas Reiko, c'est une petite marque. C'est pas aussi puissant, peut-être, on va dire, d'un Mage, d'un Sandro, etc.
Mais du coup, on est là quand même. On est là et on veut changer. Donc, c'est très positif. Mais c'est bien parce que toutes ces marques-là aussi encouragent des changements puisque les gens se tournent de plus en plus vers des marques qui ont cette conscience-là et donc forcément derrière, les plus grosses marques veulent suivre et veulent se mettre à la page, quoi. Et tu vois, c'est une question que j'aurais pu peut-être te poser un petit peu plus tôt, mais quand on travaille pour la fast fashion, est-ce qu'on est tenté ou poussé à acheter régulièrement des vêtements ou pas ? Alors oui, parce que quand tu travailles chez Inditex, au-delà des avantages que tu peux avoir quand tu voyages beaucoup, etc., comme toute marque, quand tu es styliste, tu as des avantages en interne, dont des ventes en interne et surtout des réductions. Et l'avantage qu'on avait, nous, en interne, c'est que en fait, on se faisait livrer directement à notre bureau, quoi. Donc, tu commandais sur le site et le lendemain, sur ton bureau, tu avais ta commande. Avec les réductions, toutes les marques font des réductions à leurs employés. Donc oui, ça te pousse à consommer plus. J'ai toujours fait partie des plus raisonnables, quand même. Mais j'avais des copines, le soir on sortait dans des bars et disaient je sais pas quoi mettre, j'achète ça, le soir elle l'avait, quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu ce je veux, j'ai, quoi. Enfin, il y a pas de avant, t'allais faire les boutiques, tu savais, il y avait un truc un peu plus je trouve de plaisir d'aller chercher la pièce et l'essayer, tout ça. Là, c'est plus c'est rapide, c'est l'achat jetable, hein. C'est l'achat immédiat et que on met une fois et qu'après on laisse dans son placard. C'est ça. Ouais. Donc oui. Ouais. Oui, non, mais forcément, je me doute, hein, mais voilà, c'était pour savoir un peu comment ça se passait. Et tu me disais aussi qu'aujourd'hui, tu te posais pas mal de questions assez existentielles sur la suite de ta carrière et comment tu comptais évoluer dans ce milieu. Est-ce que tu y vois un peu plus clair ? Comment ça se passe dans ta tête aujourd'hui ? C'est toujours particulier parce que du coup, ça fait 10 ans que je suis styliste, que j'ai travaillé pour pas mal de marques dans pas mal de secteurs différents. Et là, j'arrive à un stade où je me dis, je crois que j'ai envie de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Je crois que j'ai envie de créer quelque chose avec mon regard. Dans cette façon-là, justement, un peu en réaction de tout ce que j'ai pu vivre, voir et qui me dérangeait. Encore une fois, est-ce que je peux pas changer les choses ? Mais j'ai toujours ce parti pris. Du coup, si je crée une marque, je vais continuer à produire. Enfin, tu vois, t'es toujours pris dans qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le fais ? Mais du coup, de faire quelque chose, c'est encore apporter encore une surconsommation de quelque chose. Parce que si je crée une marque, il faut bien que ça réussisse, sinon il faut bien que tu vendes, exactement. C'est sûr. Donc, mais c'est juste qu'en fait, ce que j'aimerais maintenant, c'est que la vision de la mode change, c'est de faire peut-être moins, mais mieux, et d'être plus conscient de ce qui se passe. Et voilà, je pense vraiment à te lancer pour toi. À me lancer, exactement. Ouais, ok, très bien. Écoute, moi, je ne peux que t'encourager si tu as en tête, parce qu'on a besoin en fait de ces nouvelles marques aussi qui vont challenger ces gros groupes, qui vont les pousser à faire mieux, qui vont permettre à des gens de pouvoir s'habiller mieux, des alternatives quand on en a besoin. Donc c'est toujours chouette quand des nouvelles marques qui ont un vrai projet et qui se lancent pas simplement parce que c'est tendance de faire une marque de vêtements éco-responsable, quoi, mais qui ont une vraie réflexion derrière. C'est toujours intéressant. Donc, on va suivre ça avec intérêt alors. Et c'est une question un peu plus personnelle, mais entre tes débuts en tant que styliste et aujourd'hui, comment a évolué ton propre rapport aux vêtements ? Alors ça, c'est assez... ça a vraiment évolué de façon vraiment dans l'émotion, on va dire. Quand j'étais petite, j'étais vraiment amoureuse de la mode. Comme je t'ai raconté, ça a été un coup de foudre pour la mode. Ensuite, j'ai eu cette période où je piquais les vêtements un peu vintage de ma mère et j'adorais ça. Après, comme tout le monde, je suis tombée dans la fast fashion et j'aimais changer de limite de personnalité à chaque fois, à chaque nouveau look. On est tous passés un peu par ça. Et après, il y a eu le après Inditex. Inditex et tous les voyages inspirationnels qu'on a pu faire m'a aussi ouvert les yeux sur le vintage. Le denim, comme je te disais, on allait pas mal sur des gros marchés vintage, dont un qui est aux États-Unis, qui s'appelle Rose Bowl, et qui est incroyable. Et je suis vraiment tombée en amour pour le vintage. Et ça, cette sensation qu'on avait avant d'aller faire les boutiques, d'aller chercher une pièce et parler avec la personne, parler de l'histoire de ce vêtement, et plus dans l'affect, en fait.
Et après Inditex, du coup, je suis toujours autant en amour pour le vintage, mais ça a vraiment réduit ma façon de consommer en général. Je donne toujours des vêtements à mes amis, etc. J'essaye de donner au maximum et pas jeter, mais ma consommation a radicalement changé. Ouais, Voilà. Je me doute. Forcément, ça marque. Voilà. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, une collègue me disait « Et toi, tu t'habilles où ? Tu t'achètes combien de fringues et tout ça ?» Et je l'ai regardée avec un air genre un peu... Elle a dû me prendre pour une folle d'ailleurs. J'ai dit « Moi, je crois que ça m'intéresse plus en fait. » Je crois que ça m'intéresse plus d'acheter autant, d'être autant en réaction avec les dernières tendances et tout ça. Non, là, ce que je recherche, moi, dans ma garde-robe, déjà, ma garde-robe est bien garnie, comme tout le monde, mais je cherche plus des pièces qui vont être de qualité et que je vais pas me lasser, en fait. Donc, le bon jean, avec la bonne qualité, le bon délavage, le bon sweat, etc. Des bons basiques qui vont... que j'ai pas envie de changer, en fait. Ou alors, si je change, c'est parce qu'il sera abîmé, usé, et du coup, il aura terminé sa vie, quoi. Mais voilà. Ouais. Ouais, non, mais c'est toujours intéressant de voir l'évolution de son rapport aux vêtements. Et en parlant d'ailleurs je rebondis juste sur les voyages inspirationnels que tu faisais au sein d'Inditex. Du coup, ça aussi, c'est très polluant parce que c'est-à-dire que tu envoies toutes tes équipes en avion régulièrement, plusieurs fois par an et plusieurs personnes, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que pour aller dans ces pays-là, malheureusement, tu peux pas. Il n'y a pas trop le choix, non, c'est sûr. Quand mais tu vas, c'est vrai que ouais. t'es obligé de. C'est clair. Mais oui, non. C'est vrai que c'est toutes des pratiques, en fait. C'est vraiment une politique globale qu'il faut revoir, quoi. Oui. Ouais. Et bien, on arrive à la dernière question, rituel du podcast que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Alors, il va y avoir, je pense, 2 parties dans ma réponse. La première est assez évidente, elle est vraiment personnelle. C'est un peu toutes les femmes de ma vie qui m'ont entourée. C'est ces femmes puissantes. Je pense à mes grand-mères moi j'ai des grand-mères qui sont d'origine espagnole, qui sont arrivées en France et du coup ont dû s'imposer, ont dû apprendre, s'intégrer, etc. Donc il y a cette force-là. L'autre grand-mère aussi a divorcé trop tôt, donc il y a eu cette indépendance à prendre à un moment, à une époque où c'était compliqué en tant que femme. Je pense à ma mère aussi, qui a monté avec mon père une entreprise, donc une entreprise où il y a pratiquement que des hommes, donc c'est s'imposer en tant que femme et être forte, tu vois. Et enfin, ma cousine qui est dans le social, qui est d'UXP et qui a toujours été là à mener ses combats pour les personnes sans abri, par exemple pendant le confinement, comment les aider, les femmes... à un moment donné, toxicomanes, comment les aider avec leurs enfants pour les replacer, pour les aider. Donc c'est ces femmes fortes qui ont toujours gravité autour de moi et qui m'ont donné cette envie de croire qu'une femme peut avoir de la puissance et peut arriver à changer les choses de manière différente. Et il y a toujours ce côté très social aussi, très dans l'humain en fait. Donc ça, c'est quand même très très fort, c'est mes modèles, on va dire, personnels. Et après, on va dire une personnalité connue à mon sens, qui est très forte, encore une fois, très puissante et que j'aime beaucoup, j'adorerais la rencontrer d'ailleurs, c'est Marine Leleu. C'est Marine Leleu et pareil, par ses combats face à l'anorexie, elle est devenue ultra forte sportivement. Elle a fait des événements, des challenges qui sont assez fous, que encore pas toutes les femmes ont réussi à relever, tu vois, et je trouve ça dingue. Et en plus de ça, elle a créé sa marque de chaussettes, Made in France, donc je trouve ça admirable en fait. Ces personnes qui partent en fait, des combats à mener, et c'est des combats d'une vie, et ça devient une force. Et ces obstacles qui sont juste des obstacles à sauter et pour atteindre un objectif. Et donc, je trouve ça admirable. Ouais, ce sont de très très beaux modèles. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci infiniment. Merci. Merci à Marine d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.